Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui dans le podcast Art à Cœur, j'accueille Noémie Margotto, qui est restauratrice du patrimoine spécialisée en textile. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. C'est la première fois dans le podcast qu'on accueille une spécialiste textile, donc tu vas inaugurer la spécialité. Donc je t'invite un petit peu à te présenter cette spécialité méconnue du public. Je trouve pas que vous soyez très représentée forcément dans la presse, donc je te laisse reprendre un petit peu les bases. Merci d'abord de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Et effectivement, un grand merci parce qu'on n'est pas souvent mis en lumière. La restauration, c'est un travail quand même en général assez d'ombre, malheureusement. Et du coup, merci beaucoup de mettre tout ça en lumière. Donc Noémie Margotto, restauratrice textile depuis maintenant 10 ans. Et puis j'ai été diplômée en 2011 et tout de suite après mon diplôme, je suis montée à Paris parce que j'ai eu du travail directement en sortant de l'école à Paris, des missions. Donc j'ai travaillé essentiellement dans des institutions publiques, muséales. Et j'ai mon atelier depuis 2 ans maintenant que je partage avec une collègue restauratrice textile également. Et puis là, nouveau rebondissement, je viens d'emménager, j'ai décidé de changer un peu de vie, je voulais quitter Paris et je viens d'emménager à Nice depuis 1 mois. Donc voilà, c'est tout nouveau, donc peut-être qu'on en parlera un peu plus par la suite. Voilà. Donc seulement après 2 ans, qu'est-ce que t'as fait du coup durant 8 ans en fait, à Paris ? Ouais, pendant ces 8 ans, j'ai travaillé essentiellement au sein des musées, dans les ateliers de restauration. Pas mal de montage et démontage d'expositions, donc toujours in situ. J'avais pas forcément besoin en fait d'un atelier et surtout j'avais envie de travailler directement avec les équipes sur place au musée, ce qui m'a permis en fait de rencontrer beaucoup de personnes. Et effectivement, depuis 2 ans avec l'atelier, c'est plus tout à fait le même travail. Je suis moins en contact direct avec les équipes. Mais par contre, j'ai une plus grande liberté sur mon planning et sur le partage avec mes collègues aussi en lien direct. Okay. Donc c'est un peu différent, mais c'est vraiment super de pouvoir partager avec ma collègue. Ouais. Et du coup, alors c'est possible d'exercer ce métier en tant que nomade entre guillemets, parce que moi j'ai l'idée plutôt de spécialité où il faut tellement d'outillage vraiment présent dans l'atelier qu'on peut plus difficilement travailler au sein des institutions. Oui, tout à fait. Du coup, pendant 8 ans, c'est pour ça que quand je travaillais sur place, ça me demandait une organisation un peu spécifique. Par exemple, nous on fait beaucoup de teintures, donc je faisais mes teintures directement au sein des musées en fait. Heureusement, ils avaient les ateliers de restauration en fait qui étaient prévus pour ça, mais je ne pouvais pas répondre à certains chantiers parce que j'avais pas la place de pouvoir. Mais ça m'est arrivé aussi de sous-traiter les ateliers de plusieurs collègues pour pouvoir répondre à ce type de chantier. Et là, oui, depuis 2 ans, j'ai une variété d'objets qui s'est ouvert à moi que j'avais pas l'habitude de bosser dessus. Donc l'atelier ouvre une liberté, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Je ne reviendrai pas en arrière, ça c'est sûr. Et j'ai l'optique en fait maintenant que je déménage à Nice, donc je conserve pour l'instant mon atelier à Paris parce que j'ai encore des missions.
Mais dans un futur assez proche, j'aimerais ouvrir mon atelier aussi à Nice avec d'autres collègues. Ouais, c'est trop enrichissant de pouvoir travailler avec les collègues. Plusieurs. Ouais. Et pourquoi Nice alors ? Alors Nice parce que donc je partage ma vie entre Paris et Monaco depuis 10 ans. Je travaille avec le nouveau musée national depuis 2014. Ils ont une grande collection textile avec beaucoup de costumes, principalement de ballets russes, de poupées et puis d'automates. Et j'ai commencé avec eux en 2014 sur un chantier des collections. Et puis finalement, ça a continué. Et puis je suis intervenue régulièrement dans leur collection, sur leur montage, pareil, des montages d'exposition, sur tout le suivi en fait de la collection. Et puis quand j'ai décidé de bouger de Paris, ça a pris un peu de temps, hein. Je l'ai pas non plus fait du jour au lendemain. J'ai cherché une ville dans le sud parce que j'avais envie de revenir vivre dans le sud. Et j'ai longtemps hésité entre Avignon où j'ai fait mes études, Marseille, et puis finalement Nice est apparu assez facilement parce que j'avais déjà ces missions avec ce musée auquel je suis attachée, les collections sont superbes. Voilà, ça me faisait d'une part ça me sécurisait en fait parce qu'on a quand même un métier où c'est pas évident tout le temps. En plus, j'avais fait ma clientèle à Paris depuis 10 ans, donc il faut un peu la lâcher petit à petit. Donc j'avais quand même besoin de cette sécurité. Et puis on est bien au bord de la mer. C'est un bon argument. Ouais. D'ailleurs, ça se passe comment l'hygrométrie et le textile alors ? Alors ça, c'est une vraie question parce que effectivement, avec la mer juste à côté, c'est pas tout à fait les mêmes conditions climatiques. Donc ça, c'est une question que je vais me poser quand je vais chercher mon atelier. Ouais, complètement. Parce que vraiment, tu peux pas être sur la baie. Tu peux pas. Le passage des Anglais, c'est ça comment il s'appelle ? Ouais, la promenade des Anglais. Ouais. Je serais un peu plus, je pense, reculée dans les terres en arrière. C'est le genre de questions qu'on se pose pas quand on fait une autre. C'est une très bonne question. Oui, parce que pour les musées, même, il doit y avoir des contraintes assez spécifiques à ce niveau-là. Oui. Et en termes de collection, alors il y a peut-être pas que des choses liées à l'océan. À Monaco, tu as donné des exemples. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples, typologies justement textiles qu'on peut rencontrer dans ces spécialités ? Ah oui, c'est très varié. Alors, c'est vrai que quand on pense textile, malheureusement, on pense un peu chiffon. Et c'est pas le cas complètement. Il y en a, mais c'est pas la variété la plus dense. De mon côté, je me suis spécialisée dans le costume parce que je suis très sensible au corps, à la silhouette et toutes les problématiques que le costume peut apporter. Donc on en parlera, la mise en exposition, surtout le mannequinage. Et là, je me rends compte du coup que en allant en dehors de Paris, il y a une nouvelle variété d'objets qui s'est ouverte à moi, des nouvelles propositions. Donc il y a énormément de bannières, tapisseries, tapis, beaucoup d'ameublement, donc tout ce qui est coussins, les lits. Et j'ai eu l'occasion de travailler, là je réfléchis un peu sur les objets, sur les typologies sur lesquelles j'ai pu travailler. On en parlait tout à l'heure, et moi j'ai déjà travaillé sur des voitures, donc tous les habitacles intérieurs des voitures, sur des armures, donc tout le revêtement intérieur des armures en velours. Quelle époque à peu près ? Alors ça c'était plutôt Moyen-Âge. Tout bas de l'armure qui s'est mis à rouiller. Au bout de 5 ou 6 lieues, je pouvais plus arquer. Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici ? Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en lin, ou quelque chose. Un chevalier, c'est en armure. Voilà, la voiture datait des années 1930. Après, c'est énormément le costume sur lequel j'ai plutôt travaillé. Mais là, depuis que je suis arrivée à Nice, les propositions sont différentes en fait. Différentes. C'est intéressant ce que tu dis, ça, qu'il y a il y a de la spécialité dans la spécialité, ça on le sait dans notre métier, mais qu'il y a des typologies par région en fait, c'est ça ? Ouais, il y a alors je sais pas si c'est par région, mais en tout cas, il y a énormément d'ameublement et tout ce qui est bannières et tapisseries, on en trouve beaucoup en province effectivement. Ouais. C'est des bannières religieuses, c'est ça ? Quel type de procession ? Alors, il y a pas mal de bannières de procession. Ouais, j'ai restauré une bannière de procession pour la ville de Monaco aussi. Oui, c'est beaucoup de religion, mais c'est un peu nouveau pour moi. J'ai pas encore l'habitude.
Donc je sais pas encore exactement ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est très religieux. Ok. Oui, et costume ecclésiastique beaucoup Oui, aussi. en plus, c'est vrai. Oui, c'est oui. le costume, c'est pas vraiment le costume de scène, c'est... Enfin, si, Ouais, quelque ouais. part, c'est de la scène aussi, mais Ouais, d'accord, là, par... c'est Et, un tout autre... ouais. Du coup, si on revient donc en terre connue, dans ce que tu connais Ouais. le mieux pour l'instant, costume, tu viens de dire qu'il y avait des problématiques différentes, en fait, a priori du prêt-à-porter ou peut-être de la mode. Ouais. En quoi la silhouette est différente pour un costume? Alors déjà, ça dépend de quelle époque on parle, complètement. Et c'est ça qui est génial sur le costume. Moi, c'est ce qui m'avait séduite, entre guillemets. C'est qu'on part d'un vêtement, d'un objet qui est déjà existant, qui en plus, a priori, a été porté, donc a été soit déformé, soit a des traces d'usure. Et ils sont très fragiles, en fait, ces costumes, parce que, voilà, de par leur utilisation, ils ont des altérations très structurelles, des déchirures, des taches, et à partir de ça, on travaille à la différence du costumier qui crée le costume pour un corps. Nous, on va créer un corps sur un costume déjà existant, donc sur une silhouette fantomatique un peu, mais on crée en fait toute la silhouette qui est adaptée à une époque. Tu réimagines un être humain à l'intérieur. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a le plus séduite quand j'ai commencé à travailler le costume. Ouais, c'est intéressant cette idée. Il y a presque comme en photo un négatif en fait. Exactement. Une empreinte, Oui. Et alors, il y a une variété de morphologie, mais c'est génial. Et alors, moi, j'ai commencé à travailler en arrivant à Paris à 10 ans avec surtout des musées de mode. Donc c'était ça partait du 19e, même 19e surtout, jusqu'à nos jours. Et ensuite j'ai commencé à travailler avec des musées, avec des maisons haute couture, pardon. Et là il y a toute une autre problématique qui s'ouvre à nous. Et ce sont des costumes qui sont beaucoup réutilisés, qui sont beaucoup exposés. Donc on a une façon de répondre à ces problématiques un petit peu différente que celle dans les musées. On a une ouverture en fait de recherche qui est super intéressante. Et alors après il y a tout un monde sur le mannequin qui est aussi très enrichissant. On se rend pas compte quand on va visiter en fait une exposition de costumes, du travail sous-jacent caché qui se trouve en dessous les costumes. Enfin, oui, c'est beaucoup de support en fait que vous faites, oui. De soutien, de structure. Oui, exactement. Pour soutenir le costume, pour minimiser au maximum les tensions et pour que ce costume puisse à nouveau être exposé, parce que ça reste un héritage quand même qui est exposé assez régulièrement au final. Et je me souviens d'un travail qu'on avait fait sur des costumes de Napoléon, parce que il y avait eu l'année dernière, je crois qu'il y avait eu pas mal d'expositions sur le sujet. Et c'était hyper intéressant de créer le corps en fait pour la morphologie de Napoléon. Ça m'avait assez marqué. Ouais, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément. Enfin, je trouve personnellement, pourtant j'adore le costume, qui a un côté un petit peu anonyme au costume. Ouais. Mais en fait, tu dois trouver des empreintes quelque part. Oui, c'est ça. C'est une empreinte fantomatique. Je sais pas comment dire. Tu vois des marques justement corporelles un petit peu de costume. Oui, beaucoup sur les costumes de scène. Forcément on trouve beaucoup de transpiration parce qu'ils ont été portés pour moi c'est les costumes les plus intéressants, les costumes de scène. En plus ils sont faits pour certains, pas pour tous, mais avec des matériaux très différents. Je les trouve très riches, et les costumes de scène ils sont pour ça très évocateurs. Et ils nous racontent plein d'histoires. C'est de la récupération en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de récupération, et puis il y a toujours des étiquettes sur l'acteur qui l'a porté, le comédien, la comédienne. Ça nous raconte une vraie histoire, sur son passage dans la pièce. Ça c'est, exactement. C'est une pièce de théâtre dans le costume. J'adore. C'est exactement ça. Donc ça a été je travaille encore beaucoup sur le costume. Et aujourd'hui, c'est rigolo parce que c'est comme si je redécouvrais mon métier avec ce déménagement et ces nouvelles matières et ces nouvelles formes. C'est super intéressant en fait, notre métier. C'est pour moi toute la force d'être indépendante, et c'est que j'ai affaire à des objets variés et nouveaux à chaque fois qui
qui nous demandent des nouvelles recherches, des problématiques auxquelles on n'avait pas pensé, et c'est en ça que c'est très important, je trouve, le partage qu'on peut avoir entre les différentes collègues. Ouais. Ouais, Qui ont eu une expérience justement sur Ouais. une typologie différente de toi. Exactement. Ouais. Et tu peux nous donner un petit exemple justement de cette différence en fait peut-être des cas comme ça où tu dois un petit peu repenser ton métier. Sur un objet en particulier? Par exemple, quand tu dis que du coup tu as travaillé un petit peu pas d'une certaine façon mais que tu avais une habitude d'objet et puis maintenant tu dois repenser certaines choses. Comme je travaillais dans les institutions, et je pense que c'était lié au fait aussi que j'avais pas forcément l'atelier ou les matériaux pour, je répondais à une typologie d'objets où je me sentais confortable, où j'avais le matériel à disposition. Et là, depuis que j'ai eu l'atelier, j'ai commencé à répondre à des marchés, ou en tout cas des propositions avec des variations de... d'autres, oui, je sais pas comment dire, il y a d'autres façons de repenser l'objet, de le travailler. Oui, c'est surtout lié aux typologies d'objets, en fait. C'est ça qui est... Parce que autant sur le costume, maintenant pour moi le costume c'est confortable, même si on a affaire à des matériaux, des formes différentes, on a une confiance, le costume et moi, et qui s'est installée. Voilà. Et je saisis le costume, je saisis ses problématiques, ses subtilités, ses finesses, les tensions qu'ils peuvent apporter. Je prends le temps. Aujourd'hui, là, quand j'ai des propositions avec des bannières, déjà c'est un objet 2D. Costume, c'est un objet 3D. Et je me sens beaucoup plus à l'aise avec un objet 3D. Et alors là-dessus, on est très différentes avec les collègues. Hein. Pour le coup, il y a des collègues pour qui le costume peut faire un peu plus peur. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai des bannières, donc objets 2D, qui doivent être à nouveau utilisés pour des processions, ou qui doivent être à nouveau accrochés dans des églises. Enfin, et donc, ça demande d'une part une autre façon d'aborder l'objet, une autre façon de le restaurer. Il faut prendre en compte les tensions, il faut prendre en compte le climat, parce que le climat d'un costume dans un musée, dans des réserves, c'est pas du tout le même que dans une église. Oui, la destination n'est pas la même. Voilà. Le costume, il revient quasiment toujours aujourd'hui dans une réserve de... Toujours, non, voilà. Alors que la bannière peut être remise en extérieur. Oui, par exemple, là, c'est quand j'avais restauré une bannière de procession, c'était pour pouvoir la réutiliser tous les ans lors d'une sortie très spécifique. Et donc du coup, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir. En fait, c'était une bannière qui se tenait à plat. Et les personnes la tenaient de chaque côté, à chaque coin en fait. Ah oui, je vois. Donc il fallait que je trouve une solution pour pouvoir supporter l'objet. Parce que les tensions au centre doivent être... Ah oui, c'était ça. Et en fait, la bannière a été déchirée sur chaque coin en fait. Ouais, bien sûr. Donc ça avait été un petit peu nouveau pour moi, je me souviens. Et là, j'ai la même chose sur une nouvelle bannière. Là, on vient de me proposer un travail. Et à nouveau, elle va être exposée dans une église. Je vais y réfléchir parce que je viens d'avoir en fait l'objet, donc il va falloir un petit travail là de réflexion. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois c'est du sur-mesure en fait. Ouais. Et on a beau avoir des matières similaires, on peut retrouver de la soie, du coton, c'est du travail sur mesure. Et ça fait vachement réfléchir justement à certaines actualités qui sont plus vraiment des actualités, de réutiliser le costume. Nous, dans notre profession, c'est souvent hyper tabou quand le client demande que l'objet soit utilisable. C'est comment on fait alors pour rendre une bannière manipulable par des gens qui connaissent pas en plus, a priori. Oui, par des gens qui sont pas forcément formés. Et puis quand même t'es formé, c'est fragile. Quoi. Oui. Mais ça reste des objets qu'on réutilise. Mais en fait, c'est rigolo parce que c'est un peu ces mêmes questions qu'on se pose quand on travaille avec des maisons haute couture. C'est des objets qu'on peut réutiliser. Alors, les costumes ne sont plus portés par des mannequins humains, mais ils peuvent être prêtés pour des clientes, pour qu'elles puissent travailler dessus, s'en inspirer. Pour moi, les maisons de couture, elles m'ont énormément aidée à progresser sur des nouvelles propositions que j'avais pas forcément avec des musées, où on avait une déontologie beaucoup plus traditionnelle et des bases communes. Et là, la bannière, il va falloir que je trouve une solution pour ne pas que la bannière soit prise en main directement, mais trouver des solutions de prise en main autres pour que elle puisse à nouveau être utilisée. Ça, il faut que j'y réfléchisse encore un petit peu, mais je trouve ça super en fait. C'est tout l'enjeu du textile qui est un matériau extrêmement fragile, sensible aux manipulations, au climat,
Donc c'est tout l'enjeu en fait de la conservation du textile. Puis ça fait partie de ces objets que les gens veulent toucher, en plus, que c'est hyper sensuel, c'est très tactile. Oui, et puis c'est un objet qu'on connaît tous, le textile. C'est quelque Ça chose, se c'est pas quelque chose, alors j'allais dire de noble, mais si ça peut l'être. Ouais. Enfin, c'est pas froid en tout cas. Voilà. Ça invite, Et c'est quelque chose qu'on porte tous les jours sur nous. C'est une matière du quotidien en fait. Oui, c'est vrai. Oui, on est familier en fait. Oui, c'est ça. Et Et d'ailleurs, quand on fait les mises en exposition de costumes, aujourd'hui de plus en plus on expose des costumes sans vitrine. Oh, mais combien de personnes ont envie de toucher, ou combien de personnes je vois quand je visite une exposition. Oh là là, ça donne envie. Mais en fait, on se rend pas compte que derrière, l'acidité qu'on a sur les mains, tout le climat, le contact, c'est extrêmement fragile. Comme le papier. Je pense que c'est à peu près au même niveau. C'est une matière commune, mais pourtant si fragile, et il faut qu'on en prenne soin. Et on a la même problématique, je dirais, avec les livres en fait. Il y a cette... Voilà. Mais la différence avec un livre, d'ailleurs, il y a le fameux combat sans gants, c'est que t'as plein de pages dans un livre, donc de là à ce que tu retouches exactement la même zone, c'est un petit peu plus. Alors qu'un costume, la surface est beaucoup plus limitée, je pense, par rapport à la surface totale d'un livre déployé, quoi, si on pouvait sortir chaque page. Donc forcément, tu vas retoucher la même zone, je pense, sur un textile. Alors ça, c'est assez drôle parce que c'est vrai que c'est super de porter des gants. Par contre, c'est impossible de travailler un textile avec des gants. Oui. Mais je pense que c'est un peu comme sur le papier. Ce n'est pas recommandé, je le précise. Voilà. On a affaire à des textiles parfois, enfin beaucoup quand même brodés. Moi, j'ai besoin de sentir la matière sous mes mains, et on fait ce travail aussi pour ça, enfin pour être en contact avec l'objet. Et je ne peux pas travailler. C'est vrai que c'est une grande question, c'est un débat, ces questions de gants. Surtout quand on les restaure, enfin c'est impossible pour moi de porter des gants. On a besoin de sentir, de comprendre, parce que le geste de la personne qui a créé pour essayer de. Exactement. Et puis on travaille avec des outils, des aiguilles chirurgicales spécialisées pour les yeux, qui sont toutes petites. Et non, avec des gants c'est impossible. C'est vraiment les fils qu'on utilise sont aussi fins que les cheveux, donc on travaille dans une minutie. Moi, pour le coup, je pense que c'est un peu comme les livres d'art graphique. D'ailleurs, les chirurgiens tiennent pas l'aiguille avec le gant, c'est impossible. Ils ont des pinces, justement. Ils ont des pinces. Ils tiennent avec les pinces et tout. Donc, finalement, le gant, entre guillemets, est là juste pour les bactéries. Donc, avec les... Oui. pourrait s'en passer, entre guillemets. Il pourrait s'en passer aussi. Effectivement, là, c'est un autre... Exactement. D'accord. Intéressant. Est-ce que tu as un autre exemple, justement, un petit peu un cas particulier d'objet Oui, alors c'est drôle parce que c'est un objet sur lequel j'ai travaillé cette année, mais ça faisait 2 ans que c'était en cours de restauration. En fait, c'est drôle parce que c'est donc un costume, ce pour lequel en général je suis plutôt à l'aise, mais alors je me suis mis un petit challenge supplémentaire. Donc c'est un costume qui appartient à un musée qui se trouve à Alvar-les-Bains, et c'était un costume de mineur début XXe siècle. On n'avait pas vraiment identifié en fait la datation. Composé de 3 pièces, un chapeau, une veste, un pantalon. En fait, cette pièce est apparue après on a fait un chantier des collections dans ce musée avec une équipe il y a quelques années. Et puis, ils étaient en restructuration du musée. Ils ont ouvert un nouveau musée sur la vie quotidienne à Alvar-les-Bains et à la montagne. Et ce costume est apparu dans un carton, donc autant dire un carton acide. Et le costume était plié en plusieurs morceaux. Les 3 pièces étaient complètement pliées et les unes sur les autres. Et il s'avère que ce costume, que je n'avais pas vu avant qu'il n'arrive... tiens, encore un très bon exemple d'un objet qui est arrivé dans mon atelier et que je n'aurais pas pu faire avant, parce que vraiment, pour le coup, ça demandait quand même beaucoup d'espace. Ce costume était en toile de coton, avec un revêtement que je n'arrivais pas à définir moi-même. Et c'est pour ça que ça a pris du temps, parce qu'on a décidé de faire des analyses en laboratoire, et puis je me suis fait beaucoup aider par des collègues en matériaux plastiques. Et effectivement, après analyse, il s'est avéré que le revêtement était en mélange caoutchouc et cire naturelle. Une espèce de toile cirée. Oui, c'était une toile cirée. Enfin, en tout cas, fait pour aller dans les mines et pour se protéger. Ah, il y avait carrément un côté sanitaire. C'était censé isoler, tu penses? C'était pour isoler. D'accord. Ouais, se protéger, isoler. D'accord, ouais. Donc on a fait toute une recherche en partenariat avec
le laboratoire et à côté on a fait une recherche plutôt historique sur les différents costumes portés à cette époque dans la région. Donc ce costume était prévu pour être exposé dans les collections permanentes. Donc en plus, en général, un costume, on le présente quelques semaines, quelques mois. Et la règle, entre guillemets, est de dire qu'un costume est exposé 3 mois pour ensuite être au repos dans l'obscurité pendant 3 à 5 ans. Voilà. Il s'avère que ce costume est donc prévu pour les collections permanentes du musée. Donc nouvelle problématique. Le musée, pour la scénographie, souhaitait qu'il soit exposé sur un mannequin. Donc il y a eu il est complet ce travail. Il y a eu une première étape d'identification, de recherche, de diagnostic, pour ensuite passer à l'étape de restauration. Et l'étape de restauration a été assez longue parce que je l'ai reçu plié en plein de morceaux. Et il faut donc redéployer. Et c'est là où c'est la partie la plus intéressante parce que quand on redéploie le costume, en fait, on rencontre quelqu'un. C'est incroyable. Oui, puis tu sais pas quelle forme, quelle surface. Pas du tout. Et il était immense parce qu'en fait, c'était un costume de protection, donc il venait au-dessus des vêtements que portaient les mineurs. Très ample. Donc c'était vraiment très ample. Moi, le costume de l'ogre, je l'appelais. C'est incroyable. Plus grand, en fait, vraiment plus grand. Ah oui, c'était vraiment pour mettre au-dessus des vêtements, donc il était beaucoup plus grand que la morphologie, en fait, de la personne. Ils avaient fait une taille standard, peut-être pour n'importe qui, en plus, non? Je pense que c'était pour un mineur particulier. Alors, pour le coup, là, on n'a pas su dire si c'était adapté à un mineur ou s'il y avait une série de mêmes costumes, parce qu'il n'y en avait vraiment qu'un seul. Plus grand format, t'imagines, tu es un petit mineur. Je pense que chaque mineur avait son costume propre en dessous. Dans mon souvenir, aucune étiquette d'identification, rien n'était inscrit dedans qui aurait pu nous donner une identité ou un indice. Donc j'ai déployé ce costume et ce qui était intéressant, c'était que comme il y avait un mélange cire-caoutchouc, le caoutchouc n'aime pas du tout la chaleur. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses aussi. Mais par contre, la cire, avec un peu d'apport de chaleur, nous a permis de la rendre malléable et du coup de pouvoir déployer et ouvrir ce costume. Et ça c'était l'étape assez... moi je suis très sensible à ce travail. Et donc on a déployé ce costume qui est ensuite on s'est du coup rendu compte à ce moment-là qu'il était déchiré en plusieurs endroits. Et donc il y a eu toute une étape de restauration et de recherche d'adhésifs, mais vraiment ça c'est un travail, c'est important de le dire, pluridisciplinaire. Je l'ai pas fait toute seule parce que ça allait au-delà du textile, même s'il s'agissait d'un costume, il y avait quand même une couche de... Voilà. J'ai travaillé beaucoup avec... Des polymères justement pour le plastique, pour préciser. Oui. Ça c'est important parce que c'est vraiment un travail... Le caoutchouc est lié au plastique moderne. Voilà, exactement. Ouais. Et donc du coup, suite à la restauration, qui a quand même duré quelques semaines, il fallait penser à un mannequinage. Et donc il fallait penser à un mannequin, mais avec une morphologie plus imposante, puisque c'était le costume de protection. Et là aussi, j'ai travaillé avec une équipe de soclage. Main dans la main, on a travaillé sur la fabrication d'un mannequin et du coup, grâce aux prises de dimensions et puis une fois que le costume était vraiment restauré, on a pu construire et concevoir ce mannequin. Est-ce que vous avez fait un costume intermédiaire du coup en dessous ou vraiment le mannequin est à la taille? Non. On a choisi de travailler sur un mannequin de taille normale, standard. C'est un mannequin homme. Et ensuite, on est venu avec des matériaux et des textiles de conservation, rembourrer en fait ce mannequin. Et on l'a rembourré vraiment sur mesure pour qu'il puisse être adapté vraiment au... Donc on a fait comme un survêtement, un revêtement intermédiaire entre le mannequin en résine et le costume. Et tout est modulable, donc on peut ajouter ou retirer de la mousse. C'est la première fois que je fais ce type de travail pour une exposition permanente. Donc j'ai pas encore de recul sur est-ce que la mousse que j'ai utilisée va s'affaisser avec le temps. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec des ouvertures partout pour qu'on puisse plus tard ajouter ou venir et enlever, retravailler le mannequin au fur et à mesure. Il doit être lourd ce tissu du coup, non?
Alors il était assez lourd, mais effectivement on ne l'a pas pesé. Au final, je me rends pas compte. Peut-être pas plus que des costumes de scène avec des... Oui, du avec velours et du métal. Et oui, avec des broderies et puis des attaches. Pas plus qu'autre chose. Pas plus qu'une armure. Non, ça, j'imagine. L'armure en caoutchouc. Voilà. C'est un type d'armure, hein, ça se dit pour la mine. Exactement. C'est aussi une protection. Ouais, complètement. La problématique principale de ce costume de mineur était que dès qu'on arrêtait de chauffer la matière, ça se rigidifiait. Oui, j'allais demander Voilà. cette histoire de chauffe. C'est intéressant peut-être de Ouais. décrire un petit peu le processus. Oui, ça c'est intéressant parce que donc ma collègue en matériaux plastiques m'avait conseillé de travailler pendant les périodes d'été. Effectivement, dans l'atelier, on était autour de 25 degrés. Pendant les canicules, on est monté beaucoup plus haut. Donc en fait, j'ai travaillé dans une petite pièce qu'on a à l'atelier annexe avec une température qui était à peu près, qui était régulière. Et en fait, on a décidé, en général, on fait des remises en forme des costumes ou des remises à plat à la fin de la restauration, mais avant de le mettre sur mannequin. Là, j'ai décidé de rendre malléable la cire, de pouvoir comme ça habiller le mannequin, et ensuite, une fois que tout était sur mannequin et que ça s'était rigidifié, là, en fait, on est venu à nouveau le redétendre, voilà, le réchauffer un peu pour vraiment qu'il s'adapte exactement au mannequin et qu'il prenne. Donc c'est vraiment un travail. C'était un travail très minutieux parce que c'était surtout cette question de chaleur en fait sur laquelle il fallait être assez attentif, comme il y avait la cire et le caoutchouc. Et bon, moi c'était tout nouveau pour moi ça. Ouais, donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes même qui se retrouvent mais c'était devant des problématiques comme ça. Quoi. Ouais, ça doit être potentiellement un vestige assez rare même en France où ce genre d'objet a été jeté. Alors j'en avais jamais vu et effectivement encore une fois pour ça c'était un peu comme les costumes de scène, c'est des costumes qu'on ne conserve pas en fait. Et je ne sais pas comment va vieillir ce costume dans le temps. Et ça on verra aussi parce on reste en contact avec le musée pour voir un petit peu l'évolution. Donc ça c'était un de mes travaux les plus complexes quand même, intéressants. Ouais, ça m'a sorti de mon nouveau ça vraiment. Complètement. Et bon, j'espère que le musée est pas dans un lieu avec plein de chaleur l'été. Non, alors ils sont en pleine montagne, donc pour le coup, ils ont un climat... D'ailleurs, c'est cohérent, ils auraient jamais fait un costume peut-être en toile cirée dans le sud, j'en sais rien, tu vois. Mais... Ah oui, je pense que le revêtement était vraiment adapté aux conditions climatiques dans les mines. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce métier, finalement ? Le travail avec mes mains. Je n'ai jamais été aussi patiente. Ça, c'est fou. Je suis très impatiente comme personne. J'aime beaucoup ce genre de... Mais c'est incroyable parce que je peux passer des heures avec mon aiguille sur des matières les plus fines et les plus sensibles et les plus fragiles. J'ai jamais compris pourquoi. Mais le travail artisanal avec les matières entre les mains, puis il y a vraiment un avant-après qui est très gratifiant. Ouais, je suis très sensible à ça. Et plus c'est fin, justement, c'est ce côté vraiment microscopique en plus. Ouais, alors pour le coup, plus les matières sont fines pour moi, plus il y a des problématiques de fragilité, plus du coup ça nous ouvre à des nouvelles possibilités de recherche mais on verra avec les nouveaux objets. Et de plus en plus là, on est on arrive aussi sur des collections contemporaines qui mixent les matériaux. Et on mixe de plus en plus les matériaux plastiques avec le textile. Et d'ailleurs, il y a des textiles artificiels et des textiles, J'entends que c'est sacré. Ça, il va y avoir Là, c'est en train d'arriver et je pense qu'il va y avoir à nouveau des nouvelles problématiques, hein, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui, c'est bien. On reste jamais sur nos acquis, ouais. Effectivement. Ça change tout le temps. Ouais. Et puis de toute façon, on est toujours amené à évoluer en plus, au sein du métier, etc. Et qu'est-ce que t'aimes le moins alors, peut-être, dans ce métier ? Le côté administratif. Non, on passe, c'est une vraie réalité, il faut en parler, on passe énormément de temps. Alors, il y a tout le côté pour établir des devis, ça nous prend énormément de temps. Il faut le dire aussi, ce sont des étapes pour lesquelles on n'est pas rémunéré pour la plupart du temps. Ça commence à l'être pour certaines institutions, mais c'est encore, on est encore très loin du compte. Et c'est vrai qu'en fait, il faut être très organisé quand on fait une restauration. On prend souvent des photos avant, après, et on établit un rapport d'intervention suite aux restaurations pour laisser un document en fait pour la suite, hein, pour le musée. Et puis, si jamais l'objet vient à nouveau à être restauré,
C'est super important pour nous d'avoir un document déjà existant pour savoir ce qui a été fait, ce qui est réversible ou non, les matériaux qu'on a employés. Donc cette partie-là, j'avoue, je suis un petit peu moins patiente derrière l'ordinateur, ça je dois bien l'avouer. Mais ça fait partie du job, donc voilà, on prend tout. C'est vrai que c'est une grosse partie du quotidien. Quand même. Et c'est une partie qui prend beaucoup plus de temps que ce que l'on prévoit. Par exemple, le traitement des photos, c'est très long, mais qu'est-ce que c'est utile derrière? C'est quoi ton parcours du coup? Alors mon parcours, à partir de quand? On va jusqu'où? On remonte. Donc à partir d'aujourd'hui, donc on a 10 ans, a priori, il y a 10 ans t'as été diplômée, c'est ça? C'est important de revenir un petit peu avant l'école que j'ai faite pour les études en restauration, parce que c'est ce qui m'a amenée là. Donc du coup, j'ai toujours été sensible aux arts d'un côté, au textile de l'autre. J'ai une filière féminine dans la famille qui a travaillé dans le textile aussi. Ouais, c'est un peu lié quand même, je pense. J'ai fait un bac art appliqué. Et quand j'étais au lycée, j'étais très intéressée par les cours d'histoire de l'art et effectivement par tout ce que je pouvais faire avec les mains. Et j'ai essayé de chercher un métier qui pouvait combiner les deux. On m'a parlé comme ça vaguement de la restauration et quand quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il existait surtout la restauration peinture. J'avais pas vu qu'il existait d'autres matériaux. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah, histoire de l'art, ok, je vais tenter l'école du Louvre, je vais y aller comme ça, sans me préparer. Et puis aussi, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, beaux-arts ou restauration, il s'est avéré il existait l'école d'art d'Avignon, qui a 2 départements, un département vraiment beaux-arts, donc c'est une école des beaux-arts, et un département conservation-restauration du patrimoine. Et donc j'ai eu cette entrée aux Beaux-Arts, donc je suis arrivée aux Beaux-Arts, j'ai fait mes 5 ans à l'école, en débutant en pensant faire restauration peinture. Pourtant il y a du textile dans la peinture. J'ai pas du tout été sensible aux matériaux. Ah non, pas du tout. Mais vraiment je... T'as retrouvé avec ce mélange polymère comme chaussure plus tard finalement. Bien plus tard. Ouais, ça me rattrape, ça arrive. Ouais. C'est le futur. La boucle est bouclée. Donc quand j'étais à l'école à Avignon, j'ai fait ma première année où on touchait un petit peu à tout. Deuxième année, en fait, c'est là où on décide de s'orienter soit vers les beaux-arts, soit vers la restauration. Donc moi, c'était vraiment restauration pour le coup. Et on a commencé à avoir des intervenants de plusieurs spécialités, dont une en textile qui s'est implantée dans l'école et qui a mis en place cette filière textile. Et donc du coup, j'ai fait le choix de rester à l'école des Beaux-Arts et de continuer à Avignon avec cette personne en particulier. Et surtout, moi, je suis très sensible aux différentes rencontres et ça s'est fait très naturellement. Et Avignon, qui dit Avignon dit le théâtre, forcément, avec le festival. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec la maison Jean Villard, qui ont une collection de costumes de scène et ça a commencé comme ça, en fait, le costume. Ça a déjà commencé pendant les études. Ah oui, pendant, en fait, t'avais des projets peut-être? Ouais. En fait, on avait des projets, pas mal de chantiers des collections, de reconditionnement avec la maison Jean Villard. C'est quoi le reconditionnement? Alors, le conditionnement d'un textile, donc les textiles, pour la plupart en tout cas, la maison Jean Villard à l'époque, étaient sur des cintres qui sont beaucoup sous tension parce qu'ils sont très lourds. Des cintres en métal classiques? Oui. Voilà. Sur cintre en bois ou en métal, tout serré dans les compactus ou sur les penderies. Et donc du coup, on faisait un chantier où on devait choisir si les objets étaient tellement fragiles, tellement lourds, qu'on les remettait à plat. Donc là, on les conditionnait dans des boîtes à plat. Donc pour la première fois, c'est à ce moment-là que j'ai appris à manipuler des textiles. Parce que le textile se manipule d'une certaine manière. C'est exactement ça, c'est lié aux tensions. Aux structures, à la structure de l'objet. Il faut connaître les zones justement de points, de couture. Toutes les zones de points sous les aisselles, au niveau de l'encolure, au niveau de la taille, toutes les fragilités en fait que peuvent engendrer un textile, le costume en particulier. Ou alors on pouvait choisir aussi de les reconditionner sur cintre, mais avec ce qu'on appelle des cintres morphologiques, donc des cintres qu'on vient rembourrer et qui viennent maintenir avec des petites bretelles à certains endroits les textiles. Donc ça c'est marionnette un peu. Un peu, ouais, exactement. Tenseurs, ouais. Oui, c'est un peu ça. C'est rigolo. Non, mais effectivement. Donc ça a commencé comme ça en fait, en tout cas le costume pour moi. Et puis ensuite j'ai fait mon objet de mémoire de fin d'études était aussi sur un costume où il y avait, et c'est là où j'ai adoré ça parce qu'il y avait une partie, donc c'était un corsage qui datait du début du XXe siècle. Et en fait la jupe n'existait plus.
Et donc, il allait partir en exposition, et à l'époque, la conservatrice voulait une scénographie avec les costumes complets. Donc du coup, j'avais à restaurer la partie, tout le corsage, et à créer la nouvelle jupe à partir de recherches historiques qui étaient liées à l'époque. Ouais. C'était génial, c'était complet aussi. Voilà. Oui, et puis t'as retrouvé ce côté dont on parle peu dans ce métier, parce que c'est un petit peu tabou, le côté créatif, finalement. Ah, complètement. Imaginer une création, et moi qui est toujours un peu bifurquée entre les deux, je savais pas trop. T'as eu les deux, là. Là, j'ai eu les deux. Ouais. Et c'est entre guillemets, puisque, faut le préciser, c'est vrai qu'en général, on parle pas d'art dans ce métier, parce qu'il y a toujours cette crainte de prendre le pas sur l'artiste, de pas lui rendre le crédit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce côté où tu as le droit de créer quelque chose de nouveau, de l'imaginer, mais il faut quand même pas non plus que ça prenne le pas sur le corsage. Comment tu fais ça alors ? Alors du coup, j'avais fait beaucoup de recherches en amont sur les matériaux qui avaient été utilisés à l'époque, sur les coupes, sur les morphologies, et donc en parallèle de l'école, je prenais des cours avec une styliste modéliste, et on avait beaucoup travaillé ensemble sur ce projet. Elle m'avait beaucoup aidée. De toute façon, c'est quand même un travail où tu es quasiment sur chaque mission obligé de faire des recherches en amont, surtout sur le costume, pour pouvoir avancer et quand même respecter la demande initiale. Ah, pour le coup, j'aurais pu, si la scénographie avait été autre, créer une robe en papier complètement rose. Enfin, mais c'était pas le cas. Là, c'était pas la demande. Et, je ne sais plus comment s'appelle cet artiste qui fait des costumes en papier. Mais Isabelle de Borgelgrave. Ah, c'était ça. Ouais. Et j'avais adoré. Mais enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout du textile, donc ça va pas être possible. Non, là, ce que tu veux, c'est du costume, en fait. Et elle a fait plein de choses à Versailles, c'est vrai que c'est assez incroyable. Oh, c'est fou. Ah, mais c'est peut-être elle à Versailles, effectivement. Elle a refait tout un lit de Marie-Antoinette en papier avec et la baignoire. Ah, voilà, c'est ça. Ah, ouais. Tu l'as vu, moi je l'ai pas vu en vrai. Bah oui, parce que je fais la veille sanitaire à Versailles, et j'y vais d'ailleurs demain. C'était quoi, une jupe en tulle? C'était une jupe, alors c'était... non, elle avait... dans mon souvenir, j'avais fait un prototype pour voir déjà le tomber, avec une toile à patron, en coton. Et ensuite, elle avait, si je me souviens bien, un fond de robe en toile de coton assez fine, une mousseline de soie recouverte avec un tulle, et toute la partie haute était brodée en fait avec des perles. Donc c'était vraiment, j'avais retrouvé exactement les mêmes matériaux que le haut pour faire une robe complète en fait, une silhouette. Ouais. D'accord, donc t'as quand même fait quelque chose d'approchant, t'as pas fait quelque chose qui symbolisait juste, parce qu'on trouve pas mal ça en musée, comment dire, des compléments mais qui vont être juste très synthétiques, tout noir, tout blanc. Non, là on avait repris. Non, là on avait repris. En plus, c'était une demande du cahier des charges et de la conservatrice du musée, les mêmes matériaux que ceux d'origine. Voilà. Avec, j'avais commencé à faire des teintures à la main pour retrouver vraiment l'exactitude des coloris. C'était sur plutôt une reconstitution. Ouais. Est-ce qu'on le voit souvent ça en textile, justement, de faire des compléments illusionnistes plutôt, parce que ça dépend des spécialités beaucoup, hein. Chaque spécialité a un petit peu sa politique. Alors ça dépend. Vraiment, c'est toujours un dialogue avec le cahier des charges et la conservation, les demandes. Je peux pas dire oui ou non parce que ça varie vraiment et c'est au cas par cas en fonction de la demande initiale. Et en plus, on peut partir sur cette demande au début puis ensuite changer en cours après discussion. Donc c'est... En fait, en textile, effectivement, quand on restaure en tout cas un textile, on n'est pas là pour revenir faire un comblement ou retisser à l'identique. On est vraiment là pour venir combler la lacune, venir soutenir en fait les tensions et les dégradations, pour redonner une illusion et une lecture harmonieuse. Mais effectivement, on utilise pour ça des textiles similaires, on vient les teindre à la main pour retrouver vraiment le coloris d'origine, on vient teindre nos fils, mais au final, notre intervention est toujours visible. Si t'as l'œil averti et que tu sais à quoi ressemble une restauration, à la fin tu la verras toujours. Mais si tu regardes l'objet avec un petit peu de recul, la lecture elle est harmonieuse et voilà, t'as pas l'œil qui est attiré par Alors que c'est vrai qu'en peinture par exemple, t'es beaucoup plus et tu pousses beaucoup plus les retouches. C'est vrai que ça, je m'étais jamais posé la question, là je l'ai qui vient. En peinture c'est le meilleur exemple, comme on a une œuvre qui est esthétique, en fait ça sert entre guillemets qu'à ça, une peinture a priori. La retouche va plus volontiers être guidée vers l'aspect esthétique.
Mais c'est vrai qu'en textile, je me pose la question, parce que ça peut être vraiment à la fois une archive, à la fois esthétique, à la fois... C'est pour ça que je dis c'est vraiment au cas Ça par dépend, cas, parce que d'accord. pour le coup, il y a vraiment des... en plus, aujourd'hui, il y a des reconstitutions... Ouais, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend des motifs, ça dépend de l'objet, ça dépend si t'as une frise et que tu dois retrouver toute la frise... Là, qu'est-ce qu'on ferait, par exemple? Par rapport à, tu vois, je compare avec le dessin, par exemple, ou est-ce que tu fais un comblement de frise, tu unis? Est-ce que tu remets Ouais, des perles? Est-ce que tu peux recombler... Ouais, ça se fait. Oui. Ouais. Il y a plusieurs techniques. Bon, je rentrerai peut-être pas dans le détail, mais effectivement, tu peux recombler ta frise. Ensuite, le cas échéant, c'est on décide de refaire. Mais là, on est au-delà de la restauration et c'est un autre travail. Mais on décide de réutiliser certains matériaux pour pouvoir garder les matériaux les plus nobles, mais du coup de continuer la... oui, sur la reconstitution, effectivement, par exemple, on peut faire la reconstitution et j'ai une collègue qui a reconstitué une frise en faisant une sérigraphie, en faisant de l'impression sur textile en fait. Ce qui lui a permis de retrouver tout le motif de la frise. Donc elle a fait une impression sur une crêpeline de soie très fine et ça lui a permis de retrouver toute cette harmonie sur l'ensemble de la pièce. Ça serait intéressant Ouais. pour même le jeu de contraste, ça peut être une bonne solution parfois aussi. Ouais. En fait, même sur l'ameublement ou sur des fauteuils ou des chaises, quand on a des motifs qui sont, par exemple, du velours qui a partiellement disparu, l'impression sur le textile nous permet de retrouver l'intégralité du motif en fait. Donc c'est vraiment visuel, mais ça c'est notre forme de peinture de mise à distance, de comblement, retouche, c'est ça. Voilà. On voit que De c'est quand même retouche. pas, ça prend pas la place sur l'original, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que vous avez une spécialité où on peut beaucoup moins mettre des matériaux de contact difficilement réversibles. Parce qu'on a aussi vachement, donc je rappelle cette notion de réversibilité qui aujourd'hui est remise en question, mais c'est-à-dire dans l'idée quand on met un adhésif sur un objet, cet adhésif ne pourra absolument jamais être retiré. Jamais, on pourra en retirer une partie, mais il restera toujours des petites particules. On y revient là. Est-ce qu'en textile, moi j'ai un petit peu cette idée, je me trompe peut-être, que finalement on travaille quasiment qu'avec donc les fameux sandwichs, textiles dessus, dessous, etc., et puis des points de couture, mais que finalement on met pas forcément de la colle, on met pas forcément des choses directes. Alors en fait on utilise aussi les matériaux textiles parce qu'effectivement c'est ce qui est le plus réversible, mais au final quand tu viens mettre ton textile en sandwich entre deux autres textiles, si tu reviens plus tard défaire t'auras fait des trous avec ton aiguille, et du coup ça te fait quand même des marques. C'est quand même irréversible. T'as quand même une forme d'irréversibilité, mais aujourd'hui on a quand même un petit peu de recul sur certaines colles, et on utilise quand même, on fait des collages. Et il y a surtout certaines natures de dégradation où par exemple on a des soies pulvérulantes, il nous est impossible de piquer sans continuer à dégrader l'œuvre. Fragmenter, c'est des petites miettes. Voilà, dans ces cas-là on choisit de faire une consolidation par collage, mais comme ce que j'ai fait par exemple pour le costume de mineur, j'ai fait des recherches en amont pour voir quelle intensité, quelle colle utiliser, à quelle intensité, quelle densité, il y a quand même un travail de test et de recherche, et on a un petit peu plus de recul maintenant sur les colles, donc on peut se permettre... Beaucoup plus, L'idée, c'est, quand je dis que c'est complètement irréversible, c'est-à-dire que oui, il y aura toujours quelque chose de nouveau d'apporter, mais aujourd'hui on arrive à réduire cet impact au maximum. Ça c'est pareil, je pense que ça dépend de chacune, je dis chacune parce qu'on est essentiellement des femmes, mais non, c'est pas vrai, il y a un homme quand même, donc il faut de chacun, pardon. Par exemple, à titre personnel, moi je suis un petit peu moins à l'aise avec les colles donc je les utilise, je fais attention à mon utilisation, mais ça dépend aussi des collègues et ça dépend de la pièce qu'on a entre les mains, et c'est en ça que le partage et les discussions qu'on peut avoir en interne dans les ateliers, ça c'est très enrichissant. Et alors du coup, donc t'as fait ta formation, c'était quoi? C'était 4 ans? 5 ans, ouais. Avec donc le mémoire. Avec le mémoire, voilà. Nos œuvres avec la jupe. Voilà. Et donc ça t'est venu d'où? Parce que t'as l'air de dire qu'il y a une filière dans ta famille textile. Ma maman et ma grand-mère, elles sont très sensibles au textile sans y avoir fait un métier particulier. Mais ma grand-mère travaillait dans un magasin je sais pas si je peux... Magasin de laine. Je l'avais, j'ai perdu. Dama. Oui, mais c'est un peu ça, mais c'est un autre... classique, quoi. Un fil d'art. Fil d'art, oui, d'accord. Voilà. Bon, moi j'ai grandi avec des pelotes de laine. Avec des pelotes de laine. Et ma grand-mère, elle nous a fait plein de pulls. Donc pour autant, alors ça c'est drôle aussi, je déteste tricoter.
Oui, j'allais demander Je si tu suis- crées des choses. Non, justement, alors après avoir passé des journées avec mes aiguilles, et pourtant les aiguilles de tricot ne sont pas les mêmes que ce qu'on utilise en Ouais. restauration. Là, j'ai plus trop la patience de retoucher du textile à nouveau pour des créations personnelles. Je l'ai fait un petit peu quand je prenais mes cours à l'école en étant à Avignon. Et ça m'est passé, j'avais besoin de toucher d'autres matériaux, voilà, de sortir un peu de ça. Donc ma grand-mère, oui, elle nous a beaucoup tricoté de pulls, mais c'était à titre en activité personnelle, pas du tout dans le travail professionnel. Et ma maman, elle dessine énormément aussi. Voilà, j'avais un grand-père aussi qui était très manuel et qui l'est toujours d'ailleurs, qui dessine aussi beaucoup. Donc je pense que j'ai un bagage en tout cas de ce côté-là. Et j'imagine que le textile ne vient pas non plus de nulle part et que oui, ce bagage, il m'a quand même pas mal inspiré dans mes choix, mais même si j'ai vraiment choisi toute seule ce parcours. C'est vrai, un peu en tâtonnant à droite à gauche parce que je savais pas exactement, ça n'a pas été une évidence. Ouais. Comment on fait ça aujourd'hui en France? Comment on peut suivre? Ça serait quoi ton conseil pour suivre cette formation aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, on a 3 écoles qui peuvent en tout cas te permettre d'avoir une formation en restauration et pour le textile en particulier. Donc il y a l'Institut national du patrimoine qui se trouve à Paris où là pour le coup on choisit sa spécialité avant d'intégrer l'école. Au contraire d'Avignon où du coup Avignon on rentre, on touche un peu à tout, c'est vrai, c'est très enrichissant et ensuite on se spécialise, mais du coup on va se spécialiser en faisant surtout des stages en extérieur de l'école. Et on aura un bagage un peu différent de l'INP, où l'INP on est vraiment soutenu dès le début et on a dans le textile, hein, dès le départ on a sa spécialité, on a des cours et des interventions qui sont vraiment sur mesure. Et ensuite il y a la faculté Paris 1 à Paris qui forme aussi au textile que je connais un petit peu moins bien parce que j'ai pas du tout de retour dessus. Donc ça dépend aussi de son caractère, j'imagine. Enfin, quand je suis sortie d'Avignon, on te forme à être comment on dit autodidacte. Hein, à trouver par toi-même. À trouver par toi-même. Il faut que tu ailles chercher. En tout cas, voilà. Et le réseau, d'où le réseau qui est très. Il faut être ouvert aux rencontres, vraiment. C'est ce qui te forme. Et moi, je suis sortie donc il y a 10 ans. Et depuis quelques années, je fais au moins une formation professionnelle sur une thématique très précise chaque année. Si je sens que j'ai une petite lacune sur... par exemple, j'en ai fait une sur le collage où j'étais un petit peu moins à l'aise. Je continue à me former, puis en plus, il y a toujours des nouveautés qui sortent. Donc, et ça permet de se connecter au réseau aussi de nos collègues. Parce que c'est des formations spéciales pour les personnes diplômées. Pour les personnes diplômées, oui, voilà. C'est après avoir passé son concours, son diplôme de fin d'année, et c'est vraiment des formations professionnelles après, sur des thématiques vraiment précises. Où on trouve le réseau, justement. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur toi qui peut être atypique venant d'une conservatrice restauratrice? Un trait de personnalité, une expérience? Ah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis très impatiente. Alors que pourtant, c'est un métier de patience. Je suis un peu... moi, je me laisse un peu porter par ce qui vient. Et je suis pas toujours, peut-être pas la plus organisée, alors c'est quand même un métier où je pense qu'il faut l'être. Peut-être je le suis sûrement plus que ce que je pense. Aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé d'aller à Nice. C'est un peu un challenge parce que c'était pas facile pour moi de mettre en place ma clientèle en arrivant à Paris. Parce que j'avais pas ce réseau parisien. Je suis arrivée avec mon bagage avignonnais, avec les collègues et les amis qui sont restés plutôt dans le sud. Et donc je me suis vraiment construite de zéro en arrivant à Paris. Mais ça s'est fait et j'ai rencontré des super personnes qui m'ont aidée, avec qui on a partagé, on a avancé, grandi ensemble. J'ai confiance. J'ai beaucoup confiance dans ce métier, dans ce que j'aime et dans la vie, je pense en général. Et il y a 2 ans, je prends cet atelier, mais je pense qu'un jour je vais partir. Voilà, 2 ans après, ça y est, je vais décider que c'était... Alors que je pourrais rester parce que ce serait le moment en fait où tout est en train de se mettre en place à Paris, en tout cas au niveau de l'atelier. Mais je sais pas, quelque chose d'autre m'appelle et pour autant je ne coupe pas les ponts avec Paris parce que j'ai vraiment créé une clientèle que j'affectionne particulièrement. Et puis j'ai mon réseau de collègues et d'amis, mais
bon, c'est le moment de changer aussi. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit. Donc j'ai suffisamment confiance pour me dire que ça va fonctionner et que de toute façon on trouvera les choses, elles vont se faire, elles vont se tricoter d'elles-mêmes. Hein. Ça va se voilà. Le fil quoi. Le fil. Il est toujours là, le fil conducteur. Ouais. Je trouve que c'est intéressant comme message à passer parce que c'est vrai que c'est un métier où à la fois on est une profession qui n'a pas froid aux yeux, on est quand même capable de faire des choses entre guillemets terrifiantes hein, comme des chirurgiens, mais une profession qui peut être un petit peu frileuse au changement paradoxalement alors qu'on est tout le temps amené à changer. Du coup je trouve ça intéressant, c'est vrai que je sais pas si on est beaucoup à tu vas passer le pas comme ça et à oser, à foncer, donc c'est bien de montrer qu'on peut changer de carrière. On verra d'ici quelques temps, on en reparlera, mais d'autres l'ont fait avant moi et certains sont restés là où ils ont décidé d'aller, d'autres sont revenus à Paris parce que c'était pas si facile. Au fond, je me suis dit, si ça fonctionne à Nice et que j'arrive à me mettre là, voilà, que j'arrive à créer mon réseau, c'est super. Si ça fonctionne pas pour n'importe quelle raison, il y a rien de définitif en fait. Je pourrais revenir, je pourrais aller ailleurs, on trouvera, enfin, il y a un tel patrimoine, il y a du travail pour tout le monde en fait. Et vraiment, j'arrive à Nice, il y a personne, il y a tout à faire, ben, je suis ok. Et en plus, il y a des nouveaux challenges, des nouvelles problématiques, et pour autant, c'est vrai que quand j'ai décidé d'aller à Nice, j'ai eu un petit peu peur d'être isolée parce que déjà géographiquement, Nice est un peu loin de tout. Et il y a personne d'autre là-bas, en tout cas en textile, et du coup, je suis en train de me créer mon réseau avec d'autres restauratrices sur place. Mais en fait, pour le coup, ça va être à moi de faire peut-être venir les gens, de créer des chantiers, de le voir autrement, en fait. Je vais reconstruire ce nouveau chapitre autrement. Mais j'ai confiance, ça va aller. Tu l'as fait sur la typologie, tu pourras le faire maintenant. Exactement. Oui, non, mais tout est lié. Bon, bah, merci Noémie pour ton passage au podcast. Je t'en prie, merci beaucoup pour l'invitation. C'était ma première fois pour cet exercice de podcast, donc merci beaucoup de mettre en lumière ce métier qui est vraiment exceptionnel. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art Hacker, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les deux voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.